Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bel et Bien. Ce matin, Agathe a décidé de parler aux plantes et elle a bien raison. Le contact avec la nature a le pouvoir de booster notre humeur et notre santé. Hélas, nous passons 90% de notre temps enfermés entre quatre murs. Il faut donc se reconnecter au vivant pour aller mieux. Mais alors, comment faire, Agathe, quand vous aurez fini votre discussion avec cette plante? Je vous laisse nous présenter le sommaire de l'émission. Ok, on se retrouve tout à l'heure. Tu es tranquille? Oui, Timmy. Pardon, pourquoi les arbres, les plantes et les paysages verts nous font autant de bien à la tête? Le biologiste Laurent Tillon nous apprend à nous relier au vivant pour dire adieu au stress chronique. Vous n'avez pas la main verte? Ça, c'était avant de rencontrer la star des jardiniers, Monsieur Corentin Pfeiffer, qui nous explique comment apprivoiser le végétal même quand on est un serial killer de plantes. Et puis enfin, rencontre avec l'inventeur du mur végétalisé moderne, Patrick Blanc, à qui l'on doit la célèbre devanture du musée du Quai Branly. Cet amoureux des plantes nous raconte comment il a pensé cette nature verticale qui améliore notre bien-être. Vous faites un mur végétal dans une rue. Le haut, c'est comme la canopée d'une forêt sans pleine lumière. Et plus vous descendez, plus vous vous retrouvez sur 30 mètres dans un sous-bois. Il y a moins de vent, évidemment, alors qu'en haut, vous avez le soleil, le vent, etc. Donc, pour moi, c'était extraordinaire parce que je retrouve vraiment ce gradient de la canopée au sous-bois en forêt. Et généralement, sur un mur végétal, je mets entre 200 et 300 espèces. Le but, quand même, final de tout ça, c'est quand même de créer de l'harmonie. Se reconnecter aux plantes, la fine fleur de Bel et Bien, nos chroniqueuses et chroniqueurs, Elsa Wolinski, Marie-Treille Stéphanie, Stan Gusman, mais également notre experte, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS de classe exceptionnelle, Sylvie Chaucron. Bonjour Agathe, bonjour à toutes et à tous. Alors vraiment, vous êtes toutes sublimes. Merci. Oh, merci. Ça commence à partir de Marie-Treille Stéphanie et ça se termine à... On était à ça de l'impair. Hein. Ouh là là. Alors que je suis le soleil. Exactement. Alors vous êtes la nuit, hein, pardon, soleil, nuit, petite marche dans la prairie. Ici, on a carrément le champ de tulipes, ici, Vous pouvez vous la arrêter. rose, et là, l'olivier. Voilà. Et là, le croque-mort. Oui, c'est ça. Donc, non mais franchement, entre nous, on n'est pas bien sur ce plateau végétalisé par Jean-François Rousseau de Green Ringis, qu'on remercie d'ailleurs au passage. Hein? Bon. Alors, si on est aussi détendu grâce à elles, c'est que les plantes sont vitales pour l'homme. Elles nourrissent, elles soignent, elles apaisent nos émotions. Enfin, elles nous font un bien fou, quoi, en somme. Et pourtant, on les regarde à peine. C'est une réalité que déplore Stan Gusman. Ça lui fait mal. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Ça suffit. Agathe, vous l'avez dit. Les plantes sont essentielles à nos vies. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le demande. Eh bien, on passe à côté, on ne les calcule pas. Une grosse cylindrée qui déboule, par exemple, tout le monde s'arrête. Un chat qui nous fait les yeux doux, on fond de mignonnerie. Mais une plante qui fleurit au détour d'un chemin, on la voit certes, mais on ne la regarde pas. Quelle ingratitude! Quand on sait que c'est grâce à la nature que nous respirons. En fait, nous souffrons tous d'un biais cognitif documenté par les neurosciences qu'on appelle la cécité botanique. On serait aveugle face aux plantes. La raison est double. D'abord, notre cerveau est fait pour remarquer tout ce qui bouge ou qui peut représenter une menace ou une proie, comme les animaux. Forcément, le monde végétal, immobile, silencieux, passe au second plan. C'est un simple fond d'écran. Ajoutez à cela un facteur culturel. Notre regard n'est pas éduqué à contempler la beauté des arbres. Petit, on nous apprend à reconnaître les animaux, on nous fait répéter « qu'est-ce qu'elle fait la vache ?» Mais très rarement « qu'est-ce qu'elle fait la plante ?» Hein? Et c'est dommage, car elle en fait des trucs, la plante, depuis qu'elle est apparue il y a 400 millions d'années. Elle est à l'origine de tout. Et si nous sommes instinctivement attirés par elle, ce n'est pas par romantisme, non, c'est parce qu'elle nourrit. Pour nos ancêtres, la présence de végétaux était un message vital. Ici, il y aura bientôt des graines et des fruits. On l'oublie trop souvent, mais sans les plantes, pas de pommes, pas de blé, pas de riz, pas de café le matin, pas de chocolat, Ali. Pas de chocolat, mon Dieu. À cette époque où il n'y avait ni épicerie ni pharmacie au coin de la rue, si les plantes disparaissaient, nous perdions à la fois une source capitale de nourriture, mais aussi une grande partie de nos médicaments. Bah oui, avant les laboratoires, les humains se soignaient par les plantes. Pas se mentir, on s'en portait pas plus mal. Bref, partout où les plantes apparaissaient, la vie suivait inexorablement. Et que dire de nos paysages? Ah, nos paysages. Si nos panoramas nous émerveillent, si la nature nous apaise, si la valse des saisons rythme nos vies, c'est grâce aux plantes.
Vous êtes d'accord? Regardez comme c'est beau. Ce matin, je vous propose donc d'en finir avec la cécité botanique et de prendre le temps de la gratitude en s'arrêtant par exemple devant ces cerisiers en fleurs. Regardez, pour leur dire merci. Merci pour la promesse de fertilité et d'abondance qu'ils nous font. Allez, tous ensemble, merci les plantes. 1, 2, 3. Merci les plantes. Merci, merci. On se croirait dans une secte. Ouais. Stan, Oui. Stan le gourou Ouais, l'a non. dit, les plantes sont indispensables. Hélas, à cause de nos modes de vie modernes, eh ben, on s'en est éloigné. Pourtant, le contact avec le vivant, il est essentiel, Sylvie Choqueron. Bah oui, vous avez raison, Agathe. Et Stan, évidemment, a raison en parlant de cette cécité botanique. On vit dans des environnements qui sont ultra artificiels, qui sont vraiment minéraux, bétonnés, gris, monochromes, alors que notre espèce vient quand même d'une époque où on a vécu, on a évolué au sein de la nature. Aujourd'hui, on parle de biophilie. C'est pas simplement le fait d'aimer les plantes, de trouver ça joli ou sympathique, c'est que les plantes, elles sont nécessaires pour notre équilibre. Comme l'a dit Stan, la vue d'un arbre en fleurs, la vue des fruits, la vue du printemps, c'est aussi la promesse vraiment de ressources naturelles. Et on sait qu'on en a besoin. Et ce contact avec la nature, il est tellement important pour nous qu'il nous est resté un privilège qui est celui d'être totalement apaisé, de faire diminuer le stress lorsqu'on va être en contact avec la nature, voire même de restaurer les capacités attentionnelles, mnésiques, cognitives, de résolution de problèmes. Et donc, non seulement la nature est un anti-stress naturel, mais en plus de ça, elle va doper nos capacités cognitives. Donc oui, il faut qu'on développe cette biophilie, qu'on arrête d'être aveugle aux plantes et qu'on se reconnecte avec la nature, comme ici aujourd'hui. Alors comment se reconnecter aux plantes pour vivre mieux? Toutes nos solutions au cours de cette émission. Et pour notre Sarah Cadour nationale, il y a un moyen très simple. Célébrer cette merveille de la nature qu'on appelle les fleurs. Changer les mondes avec des bouquets de roses. L'amour. Comment ça va bien? Vous avez vu, je suis gentille ce matin. Ah oui. Je suis en fleuriste. Ah ouais. Voilà, ça change bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous instruire, pour changer, comme d'hab, et de vous faire passer quelques messages. Je me suis dit que ça passerait mieux grâce au langage des fleurs. Alors, on va commencer par vous, Ali. Alors vous, j'ai décidé de vous offrir un œillet rouge. Pourquoi? Parce que l'œillet rouge symbolise l'admiration et parfois même un amour discret. Oula. C'est une fleur qu'on Et offre. aussi les serial killers. Mais aussi les serial killers, exactement. C'est une fleur qu'on offre quand on n'ose pas encore déclarer sa flamme à quelqu'un. Donc voilà, c'est fait, je me dévoile. Merci beaucoup. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Merci beaucoup, Voilà. Sarah. C'est Cœur sur adorable. toi, mon petit Merci prince. beaucoup. Oh là J'apprécie. là, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un J'apprécie. truc, il se passe quelque J'apprécie. chose au fil des émissions. Ça me fait peur. J'apprécie. Agathe, pour Oui. vous, oui, Oui. ça me fait peur. Pour vous, c'est un tournesol. Oula. Oh, il est petit. Et pas des moindres. Ah oui, Alors pourquoi le tournesol, vous l'avez Agathe? cueilli vous-même dans la prairie? Oui, tout à l'heure, ce matin. Ça vous embouche un coin? Ah oui, un coin. Eh ben, ne me remerciez pas. Voilà, le tournesol, il symbolise la lumière et l'optimisme. Agathe, comme vous. Et puis surtout, le tournesol est attiré par la lumière, par tout ce qui brille, un peu comme vous. Vous êtes toujours en train de chercher la caméra. Voilà. Tenez. Elle la c'est pour connaît vous. bien. Merci, Sarah. Oui, je la connais bien. Je la connais bien. Et enfin, Elsa, je ne vous Oh ai mon pas Dieu, oh, je me disais, elle m'a oublié. Pour vous, ce sera une renoncule. Vous savez ce que ça symbolise, la Non, pas du tout, j'ai peur. Non, elle symbolise la sensualité et la séduction. Comme C'est son la nom l'indique. ouais, c'est la fleur des amours passionnés. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être aider parce que d'après mes informations... Ok, Elsa, d'accord. ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le loup. Je me trompe? Voilà, je fais que transmettre. Non, le ça message c'était du avant, jardin. elle a vu le loup il n'y a pas si longtemps. J'ai Ah vu oui, c'est le vrai. loup il n'y a pas si longtemps. Comment va-t-il? On en parlait tout à l'heure. Voilà, je pense que le message est passé, les amis. Oui, message reçu. Oui. Merci Sarah. Voilà, allons Harry, pas de fleurs. Merci, tu peux y aller. C'est presque sympa. Allons voir maintenant si les Français ont eux aussi pour habitude d'offrir des fleurs et à quel point les fleurs leur font du bien. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Pour moi? Arrête. Merci. C'est pas mon anniversaire. Alors, désolée de te l'annoncer comme ça, ce bouquet, c'est pour te dire que je te quitte. Ce fut une belle histoire, merci. C'est une blague, là? Mais je comprends pas, en fait. Tu m'amènes un bouquet où Paul me quitte et tu me l'amènes comme ça devant, pendant que je suis en interview? Et j'en veux pas, en fait.
Donc tiens, non mais prends la carte aussi. C'est quoi ce délire là? T'as coupé? Ouais, t'as coupé? On va y aller et puis c'est pas grave, je vais prendre sur moi. Attends, parce que... Je rigole. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le thème c'est les fleurs, voilà. Alors Manon, est-ce que vous aimez recevoir des fleurs? Oui, j'aime bien. J'adore recevoir des fleurs, forcément. Et je trouve que c'est un beau signe d'affection. C'est raffiné. Une fleur, c'est raffiné. Je me souviens pas si j'ai déjà reçu des fleurs dans ma vie. C'est triste. Ouais, ma vie est triste. C'est pas que je n'aime pas recevoir les fleurs, mais je n'ai pas d'odorat et donc du coup je ne sens pas les fleurs. C'était quand la dernière fois qu'on vous a offert des fleurs? Toi Saint-Valentin? Vos bouquets? Waouh. Une rose. Quelle est l'occasion parfaite pour offrir des fleurs selon vous? Il n'y a pas d'occasion, justement, je pense que le mieux c'est de surprendre. À des moments où il n'y a rien, un jour sans raison, comme ça. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'on veut les gars. En général, est-ce qu'on offre des fleurs quand on a quelque chose à se faire pardonner? C'est sûr que c'est une grosse erreur derrière. La fleur n'excuse pas tout non plus. Mais on la prend dans tous les cas. Quoi qu'il arrive. Si vous pouviez envoyer une fleur à quelqu'un maintenant, là tout de suite, elle serait destinée à qui et pourquoi? Je pense qu'elle serait destinée à ma meilleure amie, parce qu'elle compte beaucoup pour moi, et parce qu'elle aime beaucoup les fleurs. Elle en a jamais reçu d'un homme. Ah non. Du coup, C'est quoi votre fleur préférée? Celle qui vous apaise? J'aime beaucoup les orchidées. Et c'est raffiné, c'est beau, c'est très délicat. C'est le coquelicot, c'est la résilience. J'en ai fait mon emblème. Est-ce que le parfum des fleurs, ça vous apaise, vous? Ah oui. Oui, oui. Surtout que dans le sud, on a des champs de lavande. Donc on a les diffuseurs, les glaces à la lavande, les madeleines à la lavande. Bon, c'est toute une déclinaison. Hein. C'est tout un art de vivre la lavande chez nous dans le sud. On est d'accord. Est-ce que vous êtes allergique au pollen des fleurs, vous? Ah oui, moi je suis allergique au pollen de cyprès. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je suis allergique grave, ça me gratte. Ah ouais? Les fleurs? Ça va? Je rigolais. Est-ce qu'offrir une rose pour draguer, ça peut fonctionner? Je préfère qu'on me cueille une pâquerette qu'une rose, quoi. C'est mignon, c'est attentionné. Bien sûr. L'attention est là. Regardez, elle s'est fait offrir beau bouquet. En fait, c'est bien. Bon, on peut voir. Magnifique. Elle vous a offert les fleurs. Ouais. Ça vous a fait plaisir? Oui, Comme quoi, les femmes offrent aussi des fleurs. exactement. Est-ce que vous avez déjà mangé des fleurs? Oui, oui, de la lavande. Moi, je vous propose qu'on se fasse une petite dégustation. On pourrait, Hein? on peut. Ouais, on va la faire. Eh bien, à vous l'honneur. Ouais, oui. Ça me rappelle. Ouais, Cyril. Ah non, c'était pas les bonnes fleurs. Bah, je savais que c'était dans un petit sachet. Purée, en plus, c'est rempli de pesticides et tout, là. Des bêtes, hein. Bah, je te rends les fleurs, hein. Un peu. C'était pas le bon bouquet. Tu veux pas cracher? J'ai déjà avalé, hein. Tu veux pas essayer de les vomir? Va vomir et on continue. Moi, je peux pas continuer si t'as pas vomi. Je veux pas de problème. Non, j'ai peur. Honnêtement, j'ai trop peur. Non, mais je veux pas. Va vomir. Va vomir vraiment. Là, c'est... Je rigolais. C'est pas vrai, c'est bien des fleurs comestibles. Ah, j'ai eu peur. Mais c'était bonne au moins? Ouais, ça va, c'était pas dégueu, ça avait un goût de fleur, quoi. Alors, comme vous, les Français, vous l'avez vu, ils aiment qu'on leur offre des fleurs. Et ça m'a fait réfléchir à une question très importante. Qui prend le plus de plaisir? Celui qui offre des fleurs ou celui qui les reçoit? À votre avis? À votre avis, les génies? Celui qui les offre, Moi, j'aime évidemment. offrir. Celui qui offre. Eh bien, c'est faux. La science dit les deux, Sylvie. La science, oui. Vous êtes censée être directrice du CNRS. Du CNNRS. Du CNRS aussi. En fait, celui qui reçoit un bouquet a un effet immédiat, surprise, sentiment d'être aimé, reconnu. Plus étonnant, celui qui offre des fleurs n'est pas en reste. Au contraire, c'est mieux parce qu'offrir quelque chose déclenche les mêmes circuits du plaisir dans le cerveau. Bravo Sylvie. Avec en plus un petit bonus, on se sent utile, généreux et ça booste l'estime de soi. Donc si je résume, quand je vous ai offert des fleurs tout à l'heure, c'était pas seulement pour vous faire passer des messages, c'était aussi pour mon bien-être mental. Oui, je suis un monstre d'égoïsme, Agathe, mais moi au moins j'ai un mec, Elsa. Allez, je dois finir ma journée. Regardez la fleur qu'elle a offert à Sylvie. Oui, je vais offrir cette fleur Ça en pour dit le long, hein. trottoir. Bah, Ça en c'est dit pas long. mal. Ça en dit long. Ça vous va bien? Je cherche un Je rigole. La violence. Magnifique. Mais non, vous êtes très belle. Attendez, je me rattrape. Allez, au revoir. Hein. J'ai honte. violence.
Ça, c'est trop tard. Tout ça Merci. pour vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Sarah. On réfléchira pour samedi prochain. Bon, il est temps et largement temps de se reconnecter aux plantes, aux arbres, pour aller mieux avec notre invité Laurent Tillon. Bonjour, Bonjour, Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes biologiste, vous êtes spécialiste des forêts, spécialiste de la biodiversité et les arbres, c'est votre passion. Vous avez bien raison parce que à notre époque, on passe la plupart de notre temps dans des environnements urbains, fermés et très très minéraux. Et cette distance avec la nature, elle accentue le stress, la fatigue mentale et même certains troubles immunitaires. À ce sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance des bains de forêt pour notre immunité? Et ça, c'est très concret. Alors c'est vrai, quand on va en forêt, on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe parmi nos amis les arbres. Tout est doux, tout est calme, mais en réalité, ils vivent des choses absolument incroyables. Du printemps à l'automne, ils passent leur temps à lutter contre tous les ravageurs et tous les herbivores, tous ces petits organismes, notamment les chenilles qui adorent grignoter leurs feuilles. Et pour réagir, alors ils ont plein de méthodes. Alors déjà, c'est vrai que quand on se promène en forêt, on a une activité physique, on respire de l'oxygène, parfois avec un fond humide qui permet d'adoucir le fond de l'air. Mais les arbres, quand ils se défendent face à ces herbivores, ils en viennent à sécréter de nombreuses molécules. Certaines d'entre elles sont olfactives, notamment pour que chaque feuille attaquée puisse prévenir les feuilles les plus proches du même arbre. Donc ils communiquent déjà entre eux, ça c'est fou. Ils communiquent en fait de proche en proche, de feuille en feuille. Ce sont les phytoncides? Ce sont des phytoncides, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on les résume à travers le terme phytoncide. Ça intègre toutes les molécules olfactives qu'on peut respirer parce que c'est embarqué dans l'air. Et quand on les respire, notre corps les considère comme des molécules extérieures, des molécules potentiellement agressives. Elles ne le sont pas pour nous. Elles vont l'être pour d'autres organismes, mais pas pour nous. Mais ça enclenche chez nous une réaction immunitaire, et notamment en développant ces fameux lymphocytes NK, les cellules tueuses qui sont le premier rempart immunitaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Nos feuilles, une fois qu'elles ont été attaquées, elles doivent cicatriser. Et elles émettent pour ça un petit courant électrique qui est porteur d'ions négatifs. Et simplement, ça sollicite la cicatrisation, mais c'est embarqué dans l'air. Là aussi, on les respire. Et ça a le don de réduire le cortisol, cette fameuse hormone du stress chronique. Mais vous avez dit du printemps à l'automne, c'est ça? Donc ça veut dire que l'hiver, c'est pas les mêmes bienfaits, les bains de forêt? Mais l'hiver, comme les arbres sont défeuillés, en réalité, leur activité biologique est fortement réduite et toutes les réactions qu'on vient d'évoquer sont transportées et transmises par les feuilles. Donc à partir du moment où les arbres perdent leurs feuilles, ils n'ont plus cette capacité. Bon, c'est vrai que vous en avez parlé déjà, rien que le calme, la relaxation de Et la les forêt. cellules NK, c'est incroyable ça. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça nous aide vraiment. Oui. C'est mieux que n'importe quel autre médicament. Ah, ça a été prouvé scientifiquement et c'est pour ça que de toute façon, d'aller régulièrement auprès des arbres, ça a réellement cet effet de solliciter notre système immunitaire et de renforcer toutes les défenses dont on a besoin. Alors, si le contact avec la nature booste notre immunité, tous les arbres ne produisent pas les mêmes effets sur notre santé. De quels arbres faut-il se méfier et vers quel arbre vaut-il mieux se tourner? Alors c'est vrai que parmi tous les arbres, certains ont des stratégies de conquête finalement par rapport à leur entourage. C'est le cas d'un arbre comme le noyer. Ah oui. Il est déconseillé, par exemple, de faire une petite sieste dans le courant de l'été sous un noyer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il transmet, en tout cas, il sécrète beaucoup de molécules qui vont éliminer les végétaux qui sont autour. Et là, pour le coup, il y a des molécules qui sont réellement agressives et qui font que votre sommeil ne sera pas réparateur. Par contre, si vous êtes sous un bouleau, là, vous n'allez pas ressentir les mêmes choses parce qu'il émet des molécules qui sont très douces, qui, bien sûr, encore une fois, lui servent à se défendre, mais qui sont très douces et il est plutôt symbole de douceur. Le hêtre, lui, va plutôt être symbole de sérénité, alors que le chêne va plutôt être le symbole de vigueur parce qu'il va émettre lui aussi beaucoup de molécules de défense. Tout un panel de molécules de défense parce que c'est le chêne qui d'ailleurs est le plus attractif pour les herbivores et c'est pour ça qu'il a tout un cortège de molécules qui lui Donc servent à se défendre. c'est le chêne qui stimule le plus les fameux NK? Ah, je vous les conseille. Les chênes, c'est vraiment... moi, c'est vraiment mes J'adore les arbres chênes. de référence. Moi, mon arbre préféré, c'est le chêne liège. C'est magique, le chêne liège. Comme tous les chênes. Et le tilleul? Et le tilleul, c'est aussi un arbre. Alors, je crois que vous aimez bien J'aime bien les particulièrement le tilleul. Et c'est aussi un arbre qui nous fait du bien et qui est assez serein. En tout cas, toutes les molécules qu'il émet. Alors, quand on se met dessous, à certains moments, il sécrète une sorte de petites molécules sucrées
qui peut tomber, qui peut pleuvoir et du coup ça crée un phénomène un peu collant, mais toutes les molécules qu'il émet dans l'air sont très très On dit que c'est l'arbre des amoureux. Et le pain Pardon. Le marronnier. Et le pain aussi. Alors, je mettrais il y a un juste bémol. je mettrais juste un bémol, notamment sur les résineux comme le pin et aussi parfois dans certains cas sur le chêne. Certains de ces arbres peuvent être porteurs depuis quelques années d'animaux comme les processionnaires, processionnaires du pin, processionnaires du chêne. On les voit bien. Il faut quand même s'en méfier. Il est prudent. Avant de vous installer, par exemple, pour une petite sieste, de vous assurer qu'il n'y a pas de nid de processionnaire. Elles sont très urticantes. Voilà, et en fait, c'est des chenilles qui, du coup, quand elles se promènent, émettent plein de petits poils urticants qui viennent s'incorporer dans votre peau. Plus vous vous grattez et plus elles entrent à l'intérieur de l'épiderme. Et là, pour s'en débarrasser, ça devient difficile. Animaux aussi. Mais pour les animaux, ça peut être très grave. Pour les chiens, les chats, c'est terrible. Je peux vous demander les marronniers? Alors, Parce que j'ai un beau marronnier devant chez moi. Les marronniers, comme tous les feuillus, vont être là aussi très positifs, très attractifs, mais ils vont émettre moins de molécules très favorables, notamment pour notre immunité, même s'ils vont y contribuer quand même. La reconnexion à la nature est donc un booster d'immunité, mais c'est aussi un formidable allié anti-stress. On sait que 20 minutes dans la nature suffisent déjà à faire baisser le taux de cortisol. Le témoin que Marie a rencontré cette semaine l'a bien compris. Agathe Ali, là on l'a dit, les plantes font un bien fou à la tête. Et donc pour me faire plaisir, je suis allée à la rencontre de quelqu'un qui vit littéralement avec elle aux portes de Paris. Le docteur en botanique et chercheur au CNRS, Patrick Blanc, a aménagé une maison incroyable avec un immense mur végétal luxuriant dans son salon. Et c'est tellement vivant que des oiseaux, ils ont carrément élu domicile. Son propre bureau, vous allez le voir, trône sur un aquarium géant. Patrick Blanc, c'est en fait le créateur des murs végétaux. Vous savez, ces fameux jardins verticaux qui fleurissent dans nos villes et dans le monde entier. C'est lui qui a créé ce procédé unique qui reproduit la nature en adaptant méticuleusement le choix des espèces en fonction de la hauteur ou de l'ensoleillement. C'est du grand art, une véritable partition botanique. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir ses œuvres partout, sur la façade du musée du Quai Branly, mais aussi dans les rues de Sydney, Miami ou Barcelone. Je vous invite donc dans cette oasis. Bienvenue chez Patrick Blanc. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans cet espace que vous avez conçu. Comment vous l'avez imaginé cet endroit? Vous voyez, pour moi, ça a toujours été impossible d'envisager de vivre sans être entouré de plantes et de certains animaux qui sont discrets mais qui vivent avec les plantes, donc les poissons, les petits oiseaux. Il y a quelques grenouilles et quelques lézards aussi. C'est vrai. Ah oui. J'ai toujours adoré être environné de plantes et d'aquariums depuis l'âge de 7-8 ans. Oui, parce que là, on est sur un aquarium. On est sur un aquarium. Simplement, quand j'étais un petit garçon, l'aquarium faisait 40 litres. Là, il en fait 25 000. Mais justement, cette espèce de cycle entre les végétaux, les poissons et l'eau. Et c'est ainsi que dès l'âge de 12 ans, Patrick Blanc imagine les premières versions de ce qui deviendra plus tard le mur végétal qui le rendra célèbre. Il met au point un système écologique ingénieux, un dispositif d'irrigation en circuit fermé qui fait circuler l'eau et les nutriments pour nourrir les plantes en continu. Une technique inspirée des falaises tropicales où les plantes poussent sans terre. Au fil des années, il perfectionne cette technique avant de breveter son invention et d'installer ses murs végétaux partout dans le monde. Sur des façades d'immeubles, dans des hôtels, dans des centres commerciaux ou même chez des particuliers. Avec à chaque fois la même exigence, une sélection très précise des espèces et un placement millimétré pour recréer un véritable écosystème vertical. Quand vous faites un mur végétal dans une rue, le haut, c'est comme la canopie d'une forêt, c'est en pleine lumière. Et plus vous descendez, plus vous vous retrouvez sur 30 mètres dans un sous-bois.
puisque en bas, je veux dire, dans une rue, il y a très peu de lumière, il y a moins de vent, évidemment, alors qu'en haut, vous avez le soleil, le vent, etc. Donc, pour moi, c'était extraordinaire parce que je retrouve vraiment ce gradient de la canopée au sous-bois en forêt. Et généralement, sur un mur végétal, je mets entre 200 et 300 espèces. Rue d'Aboukir, il y a, je crois, 237 espèces. Quel intérêt de mettre beaucoup d'espèces, c'est que si jamais il y a un stress ou un coup de froid ou un coup de sécheresse, ou trop de soleil ou trop de chaleur quand il y avait la canicule, aucun problème. Même au Pershing Hall, c'était assez amusant. En 2003, tout le monde venait justement pour être au frais. Comment cet ensemble cohabite? J'ai beaucoup travaillé sur l'architecture des plantes. Je sais très bien que je peux mettre une plante au-dessus qui va avoir des branches un peu horizontales qui feront l'ombre qu'il faut pour une plante qui est en dessous. Donc, j'anticipe l'évolution parce que la plante, elle n'est pas figée. Vous voyez, au bout de 15 ans, ça n'a plus rien à voir. Vous avez certaines qui vont se réduire complètement s'il y a, par exemple, un stress de chaleur extrême ou de froid extrême. Et puis d'autres qui poussent davantage au-dessus. Et puis après, l'entretien, c'est surtout de couper ce qui pousse trop. Que le but, quand même, final de tout ça, c'est quand même de créer de l'harmonie. Maintenant, vous avez installé des murs un peu partout dans le monde. Est-ce que vous allez les voir régulièrement? Est-ce que vous êtes surpris? Par exemple, à Sydney, là, avec Jean Nouvel, après le Quai Branly, on a eu plusieurs autres projets. Hein. Un grand immeuble immense sur 150 mètres de hauteur, avec des grands panneaux végétaux. Je demande régulièrement des nouvelles. À Kuala Lumpur, avec Jean, j'ai fait 2 tours entièrement couvertes de lianes. Et j'étais encore il y a 2 mois, là, en novembre, pour voir la croissance avec les gens qui s'en occupent. Je me rends compte que ma présence est toujours essentielle pour que justement les gens puissent après s'approprier le bébé. Ça devient leur mur. Hein. Récemment, il y a eu un très gros projet à l'aéroport de Singapour. Tu vas avoir au moins 70 ou 80 installations différentes. Il y a des machins au plafond, des structures genre Avatar, des colonnes. Est-ce que vous remarquez l'impact que ça a sur le public? Oui, je vois, par exemple, on parlait de la rue d'Aboukir. Là, sur la place est devenue complètement vivante. Les gens s'assoient, viennent manger leur sandwich, boivent un verre, discutent entre eux, alors que c'est une petite place morte avant. Merci à Patrick et son compagnon Pascal de nous avoir accueillis. Vous l'avez entendu, penser ces murs nécessite un travail colossal, mais franchement, le résultat est là. Végétaliser nos villes les transforme. Les installations purifient l'air, elles agissent comme des poumons urbains, elles font baisser la température dans les rues en été et offrent un refuge à la biodiversité. Disons-le, quand on voit ces images, c'est quand même pas mal le retour du vivant dans nos villes, surtout que la présence de végétaux agit comme de véritables antidépresseurs naturels. On sait que les personnes qui vivent près des espaces verts ont jusqu'à 20% de risque de dépression en moins, c'est quand même pas négligeable. Et autre conséquence vertueuse de cet effet apaisant de la nature, cette étude qui montre que la présence des plantes facilite aussi la guérison. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Florent Tillon? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors il y a des études qui datent des années 80 et qui ont montré effectivement un effet direct sur notamment le pouvoir de cicatrisation des personnes qui étaient hospitalisées. Et globalement, les personnes qui voyaient des arbres, avaient des végétaux dans leur environnement, cicatrisaient beaucoup mieux, en supportant beaucoup plus facilement la douleur. Donc ils avaient beaucoup moins besoin de traitement pour réussir à contenir cette douleur. Alors pas besoin d'un mur végétal dans sa ville ou d'une forêt à côté de chez soi pour profiter des vertus anti-stress de la nature. Quelques plantes d'intérieur suffisent déjà, et ça c'est une bonne nouvelle, Sylvie. Il y a eu une grande méta-analyse qui a été réalisée et qui a montré effectivement que la présence de plantes chez soi, de plantes et de fleurs, est un anti-stress naturel, qu'être en contact avec ces plantes comme on l'est aujourd'hui pendant 20-30 minutes suffit à diminuer le stress, à produire des sentiments positifs. Et ce qui est intéressant, c'est que cet effet, il a été montré donc non seulement à l'hôpital, pour tous les effets qu'on a vus, non seulement chez soi, pour diminuer le stress, se sentir mieux, mais aussi au bureau, où en fait la présence des plantes stimulerait la créativité, l'attention, les capacités de résolution de problèmes. Donc en fait, les plantes sont vraiment nos alliés où qu'on soit, à l'intérieur, à l'extérieur, et quel que soit l'environnement. Mais alors, quelle plante d'intérieur apaise le plus? Stan, vous avez enquêté. Moi, comme je suis de nature anxieuse, j'ai beaucoup de plantes chez moi. J'ai beaucoup de plantes d'intérieur parce que ça me fait du bien. Alors, c'est pas moi qui ai enquêté, hein. C'est plutôt des chercheurs de l'université de Reading, en Angleterre, qui ont présenté 12 variétés très célèbres d'espèces à des malheureux cobayes, les pauvres, pour qu'ils choisissent celles qui les apaisaient le plus. Il en ressort que les plantes
à feuillage dense et généreux donnent cette impression de vitalité et mettent le cerveau en mode récupération. 3 plantes se détachent. Je vous préviens, rien qu'à les voir, vous allez planer. La première, attention, le pothos alias le lierre du diable. Avec ses longues feuilles retombantes, il donne une sensation de profusion végétale très apaisante. On trouve aussi le palmier d'intérieur qui augmente le sentiment d'évasion. On a plein ici. J'adore. On a l'impression de voyager rien qu'en le regardant. Enfin, on a le figuier pleureur. Avec son feuillage dense et retombant, il donne l'impression au cerveau d'être entouré et câliné par la nature. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire avec ce top 3 des plantes d'intérieur à mettre chez soi pour se sentir bien. Et je vais me retourner vers vous, Monsieur Tillon, vous le spécialiste. Laquelle choisissez-vous entre les 3 ? Eh bien, le palmier, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un arbre qui me fait rêver. Enfin, c'est une plante qui me fait rêver, voilà, qui m'embarque notamment dans les petites plages. Et puis, il est assez facilement résistant à la sécheresse. Donc, si j'oublie de l'arroser, j'aurai probablement moins de problèmes qu'avec le pothos ou le figuier pleureur. Très bien. Je l'aime bien. Donc, je commence par celui-là. Ok, c'est noté. Parler aux plantes, c'est quand même une drôle d'idée, a priori. Eh ben, c'est pas l'avis d'Elsa Wolinski. Moi, je suis absolument ravie de cette émission parce que je n'ai pas du tout la main verte, Laurent. Mais pas du tout, c'est une catastrophe. Toutes les plantes meurent chez moi. Mais oui, vraiment. Même le cactus tendre. Mais oui. Et ben alors, je suis tellement tendre. Je leur parle, justement. Et mais même quand je leur parle, je leur dis on est une équipe, s'il te plaît, sois forte, je suis là, je t'aime. Et ben même, ça ne marche pas. Et je ne suis pas la seule, figurez-vous, à parler aux plantes, puisque le roi Charles III, roi d'Angleterre, parle à ces plantes, même il leur chante des chansons. Parce qu'il dit que du coup, quand il chante des chansons, elles poussent plus vite. Alors je me suis dit, justement, Agathe, peut-être que si vous chantez des chansons à Ali, ses cheveux vont pousser. Ça, j'aime. On ne sait jamais. Allez, on y va. Moi, si j'étais un homme, je serais... Ah, je sens que ça pousse. Alors on ne sait jamais. Non, mais en tout cas, c'est pas si absurde, puisque des scientifiques comme vous, Sylvie, effectivement, le disent, que les plantes perçoivent des vibrations, vous le savez, Laurent, évidemment. Donc, c'est pas si bête que ça, de parler à ces plantes, bien sûr, et même d'ailleurs... On peut aller consulter après, quoi. Pas du tout. Je vais même vous raconter une histoire qui est très jolie. Le biologiste italien Stefano Mancuso, qui est l'un des plus grands spécialistes du monde végétal, à part vous, Laurent, bien sûr, explique que les plantes sont beaucoup plus sensibles qu'on ne l'imagine. Vous en avez parlé aussi d'ailleurs dans votre lancement. Selon lui, elles perçoivent la lumière, les odeurs, les vibrations, elles communiquent entre elles et même elles se sauvent entre elles. Je me suis tellement dit ça, quand je l'ai appris, je me suis dit, mais en fait, c'est pas à moi de parler aux plantes, c'est les plantes qui devraient me parler. Elles devraient régler mes propres problèmes. Bref, tout ça pour vous dire aussi quand même une chose, c'est que j'ai commencé à parler aux plantes et ça m'a fait penser à vous, à ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand ma mère est décédée, juste avant qu'elle meure, elle m'a demandé de parler à ses oliviers. Elle m'a dit, s'il te plaît, vraiment, je t'en supplie, va parler à mes oliviers. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Non, mais c'était une lourde charge. D'abord, c'était très émouvant et en même temps, je me sentais complètement ridicule, surtout en sachant que je faisais mourir toutes les plantes. Donc je me disais, mon Dieu, là, c'est énorme ce que j'ai sur les épaules. Et en fait, j'ai fait ce que vous avez raconté tout à l'heure, c'est-à-dire je me suis assise, je les ai regardées et j'ai regardé ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire tout d'un coup, je regardais des fleurs. Je suis venue, chaque jour, il se passait quelque chose de très différent. Donc finalement, c'était plus que leur parler, c'était vraiment un retour vers le vivant. On est là, face à la plante, face aux arbres, on regarde et on se sent, il se passe quelque chose de magique. Alors, malgré tout, parler aux plantes, ça ne suffit pas, évidemment, il faut les arroser aussi. Elles meurent. Merci Elsa. En tout cas, on voit bien avec votre histoire à quel point parler aux arbres, c'est quand même thérapeutique. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Pour vous, Laurent Tillon, je dirais même que ça a changé votre vie si je montre ces images. J'imagine que vous reconnaissez cet arbre, Laurent, puisqu'il s'agit de Quercus. Quercus, c'est le chêne qui vous a adopté. C'est pas vous qui l'avez adopté, c'est lui qui vous a adopté. Et vous lui avez consacré votre premier livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre d'abord, et puis ce qu'elle vous a appris, et ce qu'elle a changé dans votre vie ? La période de la rencontre était assez particulière parce que c'était en pleine adolescence. Chacun vit son adolescence comme il le peut. Moi, j'étais en plein questionnement sur mon avenir, sur ma place dans la société, sur qui j'étais au fond de moi. Et pour ça, je prenais mon vélo et j'allais méditer à la fois en pédalant et puis en m'arrêtant pour observer les paysages.
Et à un moment donné, et le jeu des mots est important, j'ai déchaîné avec mon vélo au pied d'un sanctuaire forestier dans lequel se trouvait cet arbre. Et j'ai eu envie d'y revenir parce que je m'y suis senti bien dès que, effectivement, alors que j'avais... En plus, il faut expliquer, c'était en plein hiver. Du coup, j'ai déchaîné au niveau d'une flaque, donc j'avais les pieds dans l'eau, j'étais trempé. Il me restait encore 30 km à parcourir pour rentrer chez moi. Mais je me sentais bien, je me sentais serein et j'ai eu envie d'y revenir. Et j'y suis revenu plusieurs fois en me mettant contre ce chêne en particulier. Et puis j'ai appris progressivement à le connaître, à regarder l'architecture de chaque branche racontant une part d'histoire de lui-même. Et puis, progressivement, en regardant tout ce qui se passait autour de moi, en regardant les oiseaux, en regardant les petits mammifères, les insectes qui pouvaient naviguer dans ce milieu-là, j'ai compris quelque chose qui, pour moi, était quand même assez essentiel. C'était qu'on avait un impact fort, nous les humains, sur notre environnement. Et peut-être que ce qui nous manquait, c'était cette capacité de lecture du vivant qui était autour de nous et tout ce que ça pouvait alimenter. Et c'est ce qui m'a progressivement donné envie d'en faire mon métier, de devenir forestier, biologiste, pour travailler au profit de la préservation de tous les cycles écologiques. C'est ça qui est fou, c'est que vous vous posiez plein de questions sur votre place et sur celle que vous alliez prendre dans votre futur, comme tout adolescent. Et tout à coup, lui, il a ouvert la voie de cette place. Et vous allez le voir encore souvent ? Ah, très souvent. Vous avez besoin de le voir à quelle fréquence ? Alors, quand je ne l'ai pas vu plus de 3 semaines, là, je ressens un vrai manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, en fonction du temps que je peux y consacrer, parfois, je fais une petite balade et j'y reste que 5 ou 10 minutes. On a toujours un rituel, celle de poser la main. Je pose toujours la main au même endroit, à chaque fois, comme pour lui signaler ma présence. Et à partir de là, il s'enclenche quelque chose ou pas. Ce que je sais, en tout cas, ce dont je peux témoigner, c'est que c'est à chaque fois que j'y suis allé totalement authentique, ouvert, le cœur totalement ouvert, en ayant fait tomber les masques. Vous voyez là, devant vous, j'ai un masque, le masque du scientifique ou du biologiste qui vient vous parler des arbres, mais auprès de lui, je n'ai pas besoin de masque, je peux être authentique. Quelle est la différence d'âge entre tous les deux ? Elle est d'environ 200 ans, à peu près. Donc il a beaucoup de choses à vous apprendre et à nous apprendre. Exactement. Pour quelqu'un qui habite en ville, est-ce que vous pouvez nous donner des gestes simples pour tout simplement se reconnecter à la nature ? Alors, il y a une grande règle quand on habite en ville, c'est la règle des 3, 30, 300. What's that this ? C'est quand on est de chez soi, par la fenêtre, en capacité de voir au moins 3 arbres, ou alors... Ah, j'ai ça. Moi, j'ai ça de ma fenêtre. Bravo. Eh bien, vous allez voir, en fait, ça a un bénéfice réel pour vous, c'est-à-dire que vous bénéficiez quand même, rien que par la vue des arbres, de tous les bénéfices qu'ils peuvent vous apporter, au moins en partie. Ouvrez la fenêtre régulièrement, puis vous bénéficierez de ces fameuses molécules, parce que vous êtes vraiment à proximité. Je vais faire comme ça tout le temps. En même temps, quand vous êtes dans un environnement urbain dans lequel on a laissé la place quand même aux arbres, au moins sur 30% de l'espace, dans les rues, si vous avez des arbres autour de vous, là aussi, vous allez bénéficier justement de tous les bienfaits de ces arbres. Et puis si, à moins de 300 mètres de votre habitation, vous avez un parc dans lequel vous avez la possibilité d'aller vous promener, vous reposer, avec un bon bouquin, ou simplement de méditer, d'observer ce qui se passe autour de vous, là aussi, vous allez en bénéficier. Il y a des gestes simples au quotidien, sinon, à appliquer pour se reconnecter à la nature. Je ne sais pas, moi, par exemple, jardiner, c'est bien. Alors, jardiner, c'est très bien. Avoir des plantes, même, vous voyez, sur le rebord de sa fenêtre, c'est aussi très bien parce que ça crée une attention. Ce qu'il faut, c'est provoquer l'attention. À partir du moment où vous allez provoquer cette attention, notamment aller dans un parc proche de chez vous ou au pied d'un arbre, et puis vous vous posez contre lui, et vous essayez d'être sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Vous écoutez le rouge-gorge qui va venir peut-être par curiosité jusqu'à vous. Voir. Alors ça, c'est un conseil que je donne vraiment. Prenez un carnet, un crayon et allez dessiner les arbres. Mais pas simplement pour faire le dessin d'un arbre standard. Dessinez l'arbre face auquel vous vous trouvez ou sous lequel vous êtes. Et vous allez voir que votre rapport avec cet individu arbre, il va changer. Merci Laurent Tillon, vraiment, on vous beaucoup. écouterait des heures, c'était passionnant. Pour prendre encore plus conscience de l'importance de se reconnecter au vivant, je conseille à tous nos téléspectateurs la lecture de votre dernier livre qui s'appelle « Chronique d'une vie à l'envers, une nuit avec les chauves-souris ». Ah, alors ça m'intrigue. C'est aux éditions Actes Sud. À bientôt, Et Laurent. vous nous amenez tous en forêt bientôt. Hein. Avec grand plaisir. Alors, de jour ou de nuit d'ailleurs. Oula, j'adorerais de nuit. Ah, c'est fantastique.
Oh là là, me cherchez pas. Franchement, on organise un rendez-vous et on filme. J'adorerais. Comme ça, on le partage avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup. La nature a le pouvoir de nous émerveiller, mais hélas, 30% des Français sont allergiques au pollen. Ouais, je sais, on revient tout de suite à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter à cause de la pollution. Alors, comment profiter de la beauté des plantes sans éternuer? Il existe une solution bluffante, c'est la stabilisation végétale. C'est une technique qui permet de conserver des fleurs et même des arbres pendant des années, tout en gardant leur aspect naturel. Et tout ça sans eau, sans terre, sans entretien et surtout sans nez qui coule. Et pour l'occasion, Marianne Moing, qui avait envie de se faire plaisir, s'est offert une sublime composition florale stabilisée. Sur le papier, les fleurs ne causent pas d'allergie, car leur pollen est lourd et collant. Il ne se balade pas dans l'air et on ne le respire pas. C'est la raison pour laquelle les fleurs ont besoin des abeilles et autres pollinisateurs pour se reproduire. Pour autant, les fleurs sont-elles réellement toutes inoffensives? Réponse avec Amélie Lemans, une fleuriste pas comme les autres. Bonjour Amélie. Bonjour Marianne. Avant que vous nous parliez de cette boutique incroyable avec ses fleurs un peu spéciales, moi j'ai une petite question botanique. Est-ce qu'il y a des fleurs dont le pollen est transporté par le vent? Alors, il y en a quand même quelques-unes. C'est les graminées, ça va être les lagurus, ça va être le blé, ça va être l'avoine, qui eux vont avoir du pollen vaporeux et léger qui arrive dans les voies respiratoires et qui va du coup provoquer des allergies. Et ces graminées, on les voit dans quel type de bouquet? On vient utiliser ce type de graminées pour apporter un côté un peu plus naturel au bouquet, un peu moins structuré. Ça va être des bouquets surtout champêtres, bohèmes. Vous l'aurez compris, si vous êtes sensible au pollen, mieux vaut éviter les bouquets façon petite maison dans la prairie, ornés d'herbes des champs, type lagurus, fléole ou paturin des prés. Avec elles, l'allergie respiratoire vous guette. Mais ce n'est pas tout. Certaines espèces peuvent aussi vous provoquer des réactions allergiques cutanées. Certaines fleurs de la famille des astéracées sont particulièrement irritantes. Elles ont une substance qui est sécrétée par la fleur pour se protéger des champignons, des bactéries, de certains insectes. Et c'est cette substance-là en fait, qui va provoquer des irritations, des démangeaisons. Pour celles et ceux qui évitent les fleurs à cause d'allergies respiratoires ou de réactions cutanées, bonne nouvelle, Amélie a trouvé une solution on ne peut plus originale. Nous, on fait des fleurs stabilisées. C'est des fleurs naturelles qui ont été stoppées dans le temps. On est venu les tremper dans une solution organique à base de glycérine et de sels minéraux qui va être absorbée par le végétal, va finir par remplacer la sève. Et c'est cette substance-là en fait, qui stoppe son processus de vieillissement, mais qui lui permet de conserver en fait, ses propriétés de végétal frais. Ah ouais, on a vraiment l'impression que c'est la fleur naturelle, quoi. Enfin, c'est la fleur naturelle, en fait. Exactement, c'est pas de l'artificiel, c'est pas du séché, c'est pas du frais, c'est une nouvelle sorte de végétaux qui est encore vraiment méconnue. C'est quoi l'avantage par rapport à une fleur séchée? Alors, le séché, quand on le touche, c'est sec, c'est friable, et avec le temps, les couleurs vont vraiment s'estomper et vont devenir souvent marron. Alors que vraiment, là, le stabilisé, votre végétal, votre fleur va rester comme ça pendant plusieurs années. Pour découvrir ces fleurs stabilisées totalement inoffensives, Amélie me propose de réaliser un bouquet avec les fameux chrysanthèmes et dahlias, qui fraîches peuvent provoquer des irritations, mais aussi de l'hortensia, du leptolongifolia, du statice et des roses. Ce qu'il faut, c'est bien qu'elle soit pas toute droite. Donc en fait, à chaque fois, il va falloir que vous veniez la poser en diagonale. Et je prends au hasard? L'objectif, c'est surtout d'avoir un bouquet qui soit le plus rond possible et d'alterner surtout les couleurs et les textures et les tailles de fleurs pour apporter de la profondeur au bouquet. Et du coup, en termes d'entretien, comment ça se passe? Alors, 0 entretien pour les fleurs stabilisées. Pas besoin d'eau, pas besoin de lumière. Idéalement, pas à la lumière directe du soleil, pas dans des pièces humides, parce que l'humidité fait ressortir la solution de stabilisation et pas juste au-dessus d'un radiateur ou à côté d'une cheminée, parce que pareil, ça fait dégorger les végétaux. Quand on le garde très longtemps, au bout d'un moment, la poussière finit par s'accumuler. Donc là, besoin d'un petit coup de sèche-cheveux, puissance minimale, air froid, et la poussière disparaît. Incroyable! Mais c'est un bouquet, enfin, j'ai pas du tout la main verte, je tue toutes mes plantes. Et c'est fait pour ceux qui n'ont pas la main verte. À l'achat, un bouquet de fleurs stabilisées coûte cher, mais puisqu'il dure plus d'1 an, il devient plus économique et plus écologique qu'un bouquet de fleurs fraîches remplacé toutes les semaines. Là, je peux respirer sans risque d'allergie. Exactement. Je vais mettre ma tête dedans. Alors, est-ce qu'il nous manque un peu de feuillage, peut-être un peu ici? Pardon, désolée. Avec Amélie, les fleurs ne sont pas les seules à conserver durablement leur beauté naturelle. Et vous stabilisez des arbres aussi?
Alors, il existe effectivement des arbres stabilisés. En fait, on est venu prendre un tronc qui, lui, n'est pas stabilisé et on est venu réinsérer des branches de feuillage qui ont été, elles, stabilisées. Et du coup, ce sont des arbres qui ne libèrent aucun pollen. Faites à Paris. Remplacer les platanes, les frênes. Alors, ça peut pas être mis en extérieur, que en intérieur. Les végétaux stabilisés, qu'il s'agisse de fleurs, de plantes ou d'arbres, promettent un bout de nature en intérieur et sans entretien. Merci Amélie. Merci beaucoup Marianne. Merci Marianne. Ça donne envie. Alors, c'est sans entretien et sans réaction allergique. Ce que je suis en train de faire, regardez, je ne sais pas si vous voyez à peu près à l'œil. Donc, moi, les fleurs stabilisées, j'aimerais beaucoup, puisqu'a priori, il n'y a pas de problème. Et comme c'est l'émission des surprises, Marianne est avec nous pour vous offrir un cadeau. Oh, mais non, c'est Et voilà. Je suis un peu jaloux. Hein. Celui-là pour Et du jaune pour vous, les gars. Oh non, c'est trop gentil. Merci. Merci Magnifique. On a les journalistes qu'on mérite. Merci. Non, mais c'est incroyable. Non, mais regardez, c'est des fleurs stabilisées. Incroyable. Ça va durer toute une vie. Ça peut durer combien de temps, Marianne? Ça dure plus d'un an. Ah ouais. Un petit coup de sèche-cheveux. Ali, Incroyable. est-ce qu'on peut voir? Ah ouais, Ah ouais, magnifique. c'est joli, c'est mieux que les fleurs séchées, on est d'accord. Ah ouais, magnifique. Oh là là. Je Voilà. préfère le mien. Sans eau, sans lumière. Ok. Bisous, Marianne. Marianne, c'est adorable. Quelle mignonnerie celle-ci, c'est pas possible. Moi, je veux vivre avec Marianne Moing, avec Laurent Tillon. Je vais vous dire, Ok. vous passerez me voir de temps en temps. Alors la nature nous met en joie, les couleurs qu'elle nous offre, ils sont pour beaucoup. Rien qu'à contempler un beau paysage coloré, on se sent tout de suite revigoré. Comment ça s'explique, Sylvie? Mais parce qu'en fait, notre cerveau est extrêmement sensible à tous les signes de vivant, tous les signaux du vivant. Et donc les fleurs, en particulier, là, on les voit bouger avec le vent. Et donc que ce soit la couleur, la forme, la texture, en fait, notre cerveau aime tous ces signaux-là végétaux. Il faut dire qu'il est un petit peu malmené parce qu'il n'aime pas du tout les couleurs grises monochromes des villes, les angles réguliers, l'absence du coup de variété de couleurs, l'absence d'imprévu. Parce que ce qui caractérise les environnements naturels aussi, c'est l'imprévu. Et notre cerveau adore la surprise, il n'en peut plus des angles réguliers. Et donc, de fait, dans la nature, il suffit de quelques secondes où vous observez. C'est pour ça, quand on dit adonnez-vous à la contemplation, c'est pas pour des heures. Quelques secondes vont suffire pour vous procurer un sentiment vraiment d'apaisement, pour vous sentir mieux. Et donc, on va avoir certaines couleurs, par exemple jaune, rouge, qui vont être des couleurs un peu chaudes, qui vont vous donner l'impression de récupérer de l'énergie. Et puis, tout ce vert, ces nuances de vert, vont au contraire procurer une sensation d'apaisement. Il y a donc la symphonie neuronale des couleurs, mais il y a aussi celle des odeurs naturelles. L'odeur d'une forêt humide. J'adore. Quelle passion. Et moi, surtout dans le sud-ouest, l'odeur de la forêt de pin après la pluie, comme dirait Satie, après la pluie. Alors, c'est l'odeur aussi d'une fleur qui bourgeonne, de l'herbe qu'on vient de couper, ces essences qui nous apaisent. Mais s'il fallait n'en retenir qu'une, ce serait laquelle, Sylvie? Vous savez. Ben oui. Le La sud, lavande. évidemment. La lavande, évidemment. Alors, dans la lavande, il y a un composé très particulier qui est le linalol. Et figurez-vous que ce composé-là, il a les moyens de faire baisser votre niveau d'alerte, votre stress. Il augmente la confiance qu'on peut avoir dans les gens autour de nous. Donc, il y a eu des expériences très sérieuses qui ont été faites où on montre des photos d'inconnus à des participants. Et on leur demande s'ils ont plus ou moins confiance dans ces personnes qu'ils ne connaissent pas. Et soit on vaporise discrètement de la lavande, soit pas. Et quand ils regardent les photos alors que ça embaume la lavande, ils vont dire que ces personnes ont l'air très sympathiques et qu'ils leur feraient bien confiance. Et donc véritablement, la lavande diminue le niveau d'anxiété, diminue l'alerte et vous met dans un état de communion et de confiance absolue avec les gens. Allez, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire, je sais que Sarah Cadour a interrogé les Français. Elle nous parle de jardinage, enfin, en tout cas, elle leur parle de jardinage. Pour vous, jardiner, c'est un plaisir ou une punition? C'est un plaisir, mais faut que ce soit rapide. J'ai pas trop la main verte. Est-ce que vous êtes plutôt main verte ou serial killer des plantes? Je suis un serial killer, moi. Je les tue toutes. Elles vivent trop mal avec moi. Pourtant, j'essaye de leur parler, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait parler aux plantes. Mais j'ai pas l'impression que ça marche. Est-ce que vous avez déjà ressenti un effet anti-stress rien qu'en touchant la terre? Je ne touche pas souvent la terre. Mais très certainement, je pense que ça doit
Oui, il doit y avoir du vrai. Justement, on va mettre les mains dans la terre. Une belle plante. Adorable. Pour vous, on va faire du yoga de la terre. D'accord. C'est relaxant. Bénis-nous, terre de feu, feu follet. Bénis-nous. Comment vous vous sentez? Apaisé et de très bonne humeur. Ne me remerciez pas. Ah oui, là c'est vraiment une belle journée qui s'annonce. Voilà. Ensoleillée et fleurie. Et c'est un beau gommage, gratos. Sarah a raison, jardiner, c'est l'une des activités les plus puissantes en matière de bien-être. C'est un loisir qui nous plonge très rapidement dans ce qu'on appelle l'état de flow, ce moment où l'on est totalement absorbé par ce que l'on fait. Voilà pourquoi l'hortithérapie, le jardinage à visée thérapeutique s'invite aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les EHPAD. On ne peut que s'en réjouir, Sylvie. Ah oui, bien sûr. L'hortithérapie, pour son nom technique, ou le jardinage, c'est effectivement une activité ultra complète pour le cerveau, parce que ça va mettre en jeu plein de processus cognitifs. D'abord, vous devez faire attention à ce que vous faites. Vous utilisez vos mains, donc il y a toute la gestuelle, toute la sensorimotricité, vraiment la coordination visio-motrice. Et puis en plus de ça, ça met en jeu des régions très élaborées dans notre cerveau, puisqu'il y a la planification. Vous allez planter, il y a toute une série de gestes à faire et il faudra attendre. Donc, utilisez votre mémoire prospective pour savoir ce qui va se passer, ce qui va pousser, où est-ce que vous aviez planté. Et puis, en plus de ça, c'est très gratifiant parce que vous allez voir quelque chose émerger, sortir de terre. Cette chose-là, c'est quelque chose de vivant. Donc, vous avez donné vie à quelque chose. Et donc, que ce soit sur le plan cognitif ou sur le plan psychologique, c'est extrêmement important, c'est extrêmement gratifiant. C'est pour ça que à la fois les personnes âgées dans les EHPAD, les patients dans les hôpitaux, les enfants qui sont suivis pour des troubles du neurodéveloppement, dans vraiment tous ces cadres-là, on va proposer du jardinage aux patients. D'une part pour le plaisir, vous l'avez dit, cet état de flow, mais aussi pour la mise en jeu de tous ces processus cognitifs et les bénéfices sur le plan attentionnel, mnésique, planification, fonction exécutive et le bien-être psychologique. Vous n'avez pas la main verte? C'est Toutes moi. les plantes que vous avez chez vous finissent par mourir de soif? C'est moi aussi. Eh ben, on accueille notre sauveur. Et notre sauveur, c'est vous, Corentin Pfeiffer. Bonjour. C'est moi. Bonjour. Vous êtes Bonjour à toutes et tous. artisan paysagiste. Votre popularité a explosé sur les réseaux sociaux lors du confinement quand vous vous mettez à poster ce genre de vidéos. Alors, vous vous décrivez comme un metteur en scène végétal. Vous dites que penser à la mise en scène, c'est la clé d'un jardin harmonieux. Exactement. Alors la mise en scène, ça se joue par plein de choses. Un jardin, c'est pas que des plantes. Un jardin, c'est aussi de la déco, c'est aussi des objets qu'on aime. Donc voilà, un jardin, c'est vraiment quelque chose qui nous correspond avant tout. Il n'y a pas de beau jardin. Il y a le jardin qu'on veut créer et qu'on veut se créer. Donc du coup, voilà, un jardin, ça passe effectivement par des plantes, mais ça passe aussi par une belle sélection de pots, une belle sélection de déco. De mobilier. De mobilier, exactement, de lumière aussi. Le jeu de la lumière, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc voilà, un jardin, c'est pour moi, en tout cas pour moi, c'est vraiment cet assemblage de tous ces critères. C'est quelque chose qui nous ressemble avant tout. Alors, Corentin, ce qui caractérise votre style, c'est le jardin jungle. C'est-à-dire qu'une tendance en ce moment, c'est le style Jurassic Park. Exactement. On va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est un jardin luxuriant, presque sauvage, avec des grandes feuilles, une végétation ultra dense, qui donne donc l'impression de cette petite jungle. Comment est-ce qu'on arrive à créer ce genre de jardin? On a l'impression qu'en fait, vous avez presque laissé la nature prendre le pas sur tout, mais j'imagine que c'est très réfléchi quand même. Alors ça reste très réfléchi, ça reste très maîtrisé, parce qu'il faut du coup, voilà, chaque plante a sa forme, a sa taille également adulte. Faut imaginer et penser à tout ça. Voilà, l'idée c'est vraiment de jouer sur des beaux feuillages, voilà, associés. C'est magnifique. Donc en France, on peut le faire sur toutes nos latitudes, qu'on habite dans le nord, dans le sud. Tout à fait. Ouais, vous avez vraiment des plantes qui sont. Alors c'est le critère qui est le premier, c'est la résistance au froid, ce qu'on appelle la rusticité, qui est vraiment un critère qui est à prendre en compte en plus de celui de l'exposition. Mais la rusticité, ça va être jusqu'à quel point votre plante va tenir face au froid, face au gel. Donc il y a des plantes qui vont résister à -2, -3 degrés. Donc en région parisienne, c'est un peu léger. Mais il y a des plantes qui vont résister jusqu'à -15 degrés. Et des plantes voilà, comme le Fatsia polycarpa jusqu'à -15. Le Fatsia, c'est pareil. Le Tetrapanax, on est sur les ordres de -10. Le Dixonia antarctica, qui est la fougère arborescente qu'on trouve un peu partout, qui, elle, peut tenir jusqu'à -12 degrés.
Donc en fait, on est assez surpris généralement de la rusticité de certaines plantes et donc on peut créer vraiment son jardin jungle dans quasiment toutes les régions de France. Ouais. Bon, Corentin, pour toutes celles et ceux qui ne disposent que d'un balcon, comment créer une bulle de nature en ville? Comment transformer quelques mètres carrés en mini-oasis végétale? Alors ce qui est important, c'est de bien juger le volume déjà et de jouer sur les différentes tailles de pots par exemple, du grand pot, du moyen, du plus petit. Voilà, le volume va permettre effectivement de créer un petit peu de la perspective. On peut y ajouter aussi des éléments de déco comme des miroirs qui vont venir agrandir l'espace. Et puis après, voilà, bien choisir ses plantes surtout en fonction de la taille. Parce qu'il y a des plantes qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, des plantes qui vont rester plus petites jusqu'à 50 cm. Donc bien choisir ses plantes aussi. Mais l'idée, c'est vraiment d'optimiser son espace avec effectivement des tailles de pots différentes. Ouais. Bon, donc on a tous les conseils pour avoir un beau jardin, un beau balcon. Maintenant, il faut s'occuper de ces plantes. Donc on va passer au guide de survie. Vous allez avoir, Corentin, 2 minutes chrono pour répondre à un maximum de questions. Prêt. Vous êtes OK? Alors c'est parti. Comment bien arroser ces plantes pour éviter de les noyer? Alors, il faut avoir du drainage. Le drainage, c'est le secret. Il faut un pot qui soit percé. Voilà. Donc il faut les petites boules aussi Pas forcément, parce que du coup, en fait, tant que votre pot est percé, l'eau va s'écouler. Donc les petites boules ne sont pas forcément obligatoires. Tant que votre pot est percé, c'est vraiment le principal. Après, il y a des moyens aussi d'arroser plus facilement avec des zoyas, par exemple. C'est des choses qu'on plante. Les zoyas, c'est quoi? C'est des sortes de pots en terre cuite qu'on va planter ou voilà, intégrer dans notre pot. On va remplir d'eau et en fait, comme c'est de la terre cuite, la capillarité va faire que ça va arroser tout doucement. C'est très utile quand on part en vacances. Il y a des plantes qui ont besoin de plus ou moins d'eau, j'imagine. Exactement. Donc ça, il faut bien se renseigner sur les besoins de ces plantes. Mais tant que votre pot est bien drainé, que vous avez un terreau qui soit drainant, voilà, que l'eau s'évacue, il n'y a pas le risque est minimum. Alors quand une branche jaunit, qu'une feuille devient moche, on la coupe ou on la laisse? Alors, on peut la couper, mais encore une fois, il faut bien se renseigner sur sa plante parce qu'il y a des choses qu'on peut laisser et qui ne sont pas forcément très graves. Il y a des changements de couleur aussi avec les saisons, donc il faut faire attention. La feuille jaune n'est pas forcément signe qu'elle est en train de péricliter, quoi. Si je veux transformer mon salon en petite jungle facilement, comment faire et quelle plante choisir pour mettre toutes les chances de son côté? Alors, comment faire? Déjà, positionner ses plantes à côté d'une fenêtre. Ça, c'est primordial. Au-delà de 2 mètres, votre plante est quasiment dans le noir. Ah, d'accord. Donc ça, c'est vraiment primordial. Les éloigner du chauffage aussi, l'hiver, ça, c'est radical. Et ça, c'est la grosse erreur. Voilà, parce qu'on dit plantes d'intérieur, mais en fait, les plantes d'intérieur sont des plantes d'extérieur, mais juste tropicales. Et le deuxième secret, ça va être de les vaporiser régulièrement. C'est des plantes qui vivent généralement dans des endroits où l'hygrométrie est supérieure à 80%, alors que chez nous, on est aux alentours de 40, 55. Exposition nord-sud? Alors, il faut éviter le soleil direct, qui peut brûler le feuillage, ou alors si on a du soleil, on met un petit voile sur sa vitre, tout simplement. Mais sinon, voilà, un maximum de lumière, c'est quand même le mieux, donc vraiment le plus près possible de votre fenêtre. Et Sansevieria, là, il paraît que c'est que ça purifie l'air. Non. Sur le gong, On a acheté une pour ma chambre, elle n'a pas beaucoup besoin d'eau, elle ne me reprend pas la tête. Bon, c'est à cause de moi qu'on a pris un petit peu de retard, donc je voudrais quand même vous poser la dernière question. C'est très important. Pour l'extérieur, quelle sélection de plantes vous conseillez, réputée vraiment increvable, pour Elsa, par exemple, qui n'a pas la main verte? Alors, la plante que je vais vous conseiller, c'est l'aspidistra. L'aspidistra, on la voit chez nos grands-mères à l'intérieur ou dans des halls d'immeubles, alors que c'est une plante qui est incroyable. Ça donne envie, là, tout de suite. Ça donne envie, mais c'est une plante qui a un feuillage qui est incroyable, vraiment, qui est persistant. Donc, en plus, on l'a toute l'année. C'est une plante qui résiste jusqu'à moins 20 degrés. Donc, en fait, on a un très, très beau feuillage toute l'année et ça résiste à l'ombre comme ça résiste à la sécheresse. C'est la plante increvable. C'est le titre d'un roman de George Orwell, Et vive l'aspidistra. Et vive l'aspidistra. Voilà, je dis ça. Je dis ça. J'étale ma culture. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Bon. On fait de cette tête, là? Oui. Corentin Pfeiffer, on aimerait mettre la main dans la terre et que vous nous appreniez à rempoter correctement une plante pour maximiser ses chances de survie. Alors, vous nous livrez un petit tuto. Ok, on y va. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, voilà le coin jardinage de Bel et Bien. Alors, comment est-ce qu'on fait?
Alors, comment est-ce qu'on fait? Déjà, ce qui est très important, c'est de sélectionner un pot qui est 1,5 fois à 2 fois plus grand que le pot de culture. Alors ça, de- c'est très de sa important. plante. Ça, Une c'est fois et très demi important. à 2 fois plus Ouais. grand. L'idée, c'est vraiment... Moi, j'essaye de prendre toujours des trucs ajustés. Là, j'ai Alors, pas trop, parce que du coup, il faut laisser la plante, il faut D'accord. laisser de la place pour que la plante se développe, mais pas trop non plus pour pas la noyer, parce que justement, si vous allez trop arroser, du coup, après, elle va mourir. Alors, on met quoi d'abord? Du terreau? Alors, l'idée, c'est de boucher un petit peu le trou de drainage quand même Voilà, avec, faut le montrer avec quand même. quelque chose. Donc l'idée, c'est de prendre du terreau. Voilà. Attendez, vous le bouchez? Pourquoi faut le boucher? Pourquoi il faut le Alors, boucher? faut pas le boucher complètement. Ah, ok. C'est juste l'idée de mettre un petit objet, un petit bout de Bah oui. normalement de pot cassé ou pour essayer de pas boucher le trou, mais éviter que du coup en fait la terre qu'on va installer s'en va directement quoi. Voilà. D'accord. C'est Vous tout. n'osez pas Regarde, mettre regarde, quoi Faut d'ailleurs? pas boucher complètement. Bah, regardez, on va mettre un petit élastique pour boucher. Allez, hop. Voilà. Allez. Alors, L'idée ensuite, après, c'est de sélectionner un bon terreau. alors, comment on le sélectionne, le bon terreau? Alors déjà, faut pas prendre le terreau premier prix. Ça, c'est une Ah oui. angoisse Ah jamais bon de la vie. C'est comme ça que vous allez faire On mourir investit vos un plantes. petit peu. Il faut investir D'accord. de base avec un terreau qui soit bon de base. Mais il faut se renseigner sur, je sais pas, par exemple, les hortensias, on sait que la terre de bruyère, c'est bien. Ouais, Il faut quand même se renseigner sur la terre Il faut qui se va avec renseigner sur la plante. terre qui va avec la plante, évidemment. D'accord. Après, pour tout ce qui est plante d'intérieur, généralement, moi, je pars sur un terreau qui est pour plantes méditerranéennes ou terreau pour agrumes, parce que c'est un terreau qui est riche en engrais et qui est drainant, qui est déjà D'accord. drainé, qui est déjà mélangé avec de la pouzzolane et des choses comme ça. Donc c'est un terreau qui est hyper bon. Le principe, quand on achète une plante dans une jardinerie, c'est de le rempoter systématiquement. Il faut la rempoter systématiquement rempoter. parce qu'en On fait, peut jamais la laisser Donc dans c'est le c'est l'une des raisons pour laquelle certaines plantes Exactement. meurent et Bah, en ne fait, survivent pas comme chez Elsa, c'est parce qu'elles ne les rempotent pas. exactement, parce qu'en fait, les plantes, elles sont dans ces, Venez, pots, Elsa, venez, dans ces venez. pots de culture depuis un bail. Et donc, du coup, en fait, le terreau est épuisé, il n'y a plus de nutriments, et donc, du coup, la plante a besoin de place et besoin de... Ça serait dommage de ne pas montrer votre belle robe. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je mets le terreau. Alors, l'idée, effectivement, c'est de remplir un petit tiers de terreau. D'accord. Voilà. C'est parfait. C'est bon pour Ouais, plus très bien. Ok. On le Voilà. place bien. Pas beaucoup, hein, quand même. Non, Mais attends, il y l'idée, a tout le terreau, il y a après, toute la terre du toute la plante, du voilà. bazar. Alors ensuite, je la dépote. Tu la dépotes. Hop. Voilà. Alors, Voilà. il y avait une autre Voilà. étape avant. Alors, il faut le Voilà, dire. pas du tout. En fait, ça s'est fait naturellement. Il y a un verre. L'idée- Ah non, c'est pas un verre. c'est une racine. L'idée, c'est de défaire le chignon de ta plante. C'est-à-dire que ta plante, elle va avoir poussé dans son pot et ses racines vont Ah, faut avoir enlever tourné. les racines. Pas enlever, mais en fait, tu vois, les Ça, là, les faut les décrocher un petit ici. peu Ah, pour que ouais. du coup, elles puissent prendre mieux dans ton pot. Et donc, je les arrache pas. Donc, Non, ah tu- non, je les ouais, décroche. exactement. Je les démêle, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Démêler le chignon. D'accord. Démêler le chignon, bah, Voilà. c'est facile à retenir. Après, on place sa C'est ce que plante. je fais à Ali souvent, je démêle son chignon. Et alors ensuite, il faut rajouter du Et terreau. après, il faut rajouter du terreau tout autour. Passion. Voilà. Et il manque le paillage après. Alors, c'est quoi paillager? En fait, le paillage, ça va être comme pour vos plantes d'extérieur ou pour les plantes d'intérieur, c'est primordial. Ça va permettre en fait de limiter l'arrosage, puisque du coup, ça va retenir l'eau et ça va éviter que ton terreau sèche trop vite. Ça D'accord. évite aussi qu'il y ait les petits moucherons de terreau qui viennent s'installer, toutes ces choses-là. Et en plus, c'est esthétique. On peut arroser sur le Sans paillage. problème. Ouais, d'accord. Alors là, l'idée, c'est de la pouzzolane. Quand on plante, par exemple, dans un jardin, il Ouais. faut en mettre aussi. Il faut en mettre aussi. Ça ouais permet vraiment, ça empêche Montrer la les... tronche que ça a, parce que moi, je suis pas fan de ces trucs. Mais là, Ah, vous, c'est vrai. Ça, c'est et de là- la roche volcanique. Là, Corentin, vous rajoutez du terreau par-dessus? Là, alors, normalement, il aurait fallu vraiment Voilà. rajouter du terreau sur les côtés. D'accord. Pour bien rempoter. Attends, on va le faire. Attends, il faut qu'elle soit bien, Mais cette plante. voilà, on va le faire. Voilà. Attendez. Agathe va le faire. Vas-y. Oui, il ne veut pas se salir les mains, Ali, alors que c'est bon pour le système immunitaire de mettre la main dans la terre. Moi, j'aime bien. Faut bien tasser. Ça fait du bien de mettre les mains dans la terre. Bien sûr, ça fait du bien. C'est prouvé scientifiquement. Voilà, Elsa, vous voyez bien qu'elle n'est pas morte, cette plante. Tu n'as pas encore Oui, mais sauf qu'elle vous l'avez touché, là, la plante. Oh non, mais vous êtes méchant. C'est méchant. Et donc après, Faites-moi l'idée, confiance. c'est de rajouter... Faites-moi confiance un peu. C'est de rajouter justement ce paillage qui va venir habiller. Donc Mais en plus, c'est ça a un joli côté aussi. qui est esthétique. Bah, vous trouvez ça moche? C'est Je vrai. trouve que ça artificialise. Moi, j'aime bien la terre. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à Ah pas oui, mais mettre. mais- ta terre, elle va sécher beaucoup plus vite. Non, mais justement. l'intérêt, c'est la plante. Mais par exemple, les copeaux de bois, là, je trouve ça. J'aime pas. Alors, tu as tout type de copeaux. De copeaux, tu as de toutes les Je couleurs. préfère ça que les copeaux de bois. Ça, c'est- La pouzzolane, c'est une pierre volcanique qui est plus. Voilà, qui est plus. Elle fait plus naturelle. Elle qui est fait plus, ouais, c'est plus joli. Et là, Corentin, c'est sûr, si Elsa suit toutes les étapes, ces plantes ne meurent plus. Non.
franchement, il n'y a aucun souci. Ou Voilà. sinon, elle m'envoie un message. Donc, Faites-moi confiance. Vous ne savez pas dans quel engrenage vous êtes. aïe, aïe, aïe. Personne n'a pas la main verte. Alors tout le monde a la main Tout le verte. monde a la main verte, il suffit juste de s'intéresser voilà. à sa plante et de bien se renseigner. Merci beaucoup, Corentin. Merci, Corentin. Pour vos conseils. Vous êtes donc metteur en scène végétal et auteur du livre Des pots, des plantes et un beau jardin. On peut également vous suivre sur vos réseaux sociaux. Je sens qu'Elsa va vous suivre. Ça, c'est sûr. Avec Merci plaisir. beaucoup, Corentin. Merci à tous autour de la table. Merci, Elsa Wolinski. Merci, Marie-Thérèse Stéphanie. Merci, Stan Hussman. Merci, Sylvie Chocron. La classe. Ah oui. La classe exceptionnelle et internationale. Merci à vous aussi de nous avoir suivis dans Bel et Bien. Alors, je sais que Ali vous manque à peu près très vite, au bout de 5 minutes, quand il y a le générique. Donc, sachez que vous pouvez le retrouver dès lundi et jusqu'au vendredi, tous les jours, dans Grand Bien vous fasse, sur France Inter à 10h. Et vous, Agathe, on vous retrouve évidemment dans Bel et Bien ensemble du lundi au vendredi à 9h55 sur France 2. Rendez-vous la semaine prochaine, tous ensemble, sur la même chaîne. Bye. Bon week-end. Salut. Just